Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Patrick. Directeur de rédaction, éditorialiste, mais aussi comédien, fou de théâtre. Et alors, vous êtes le seul à pouvoir faire un livre comme ça. On est à quelques jours de l'élection présidentielle en France, le premier tour, à la recherche du héros perdu, Élysée 2022, Racine contre Corneille. Et c'est publié chez Fayard. Vous nous décrivez la vie politique française comme une pièce de théâtre avec des tragédiens. Et vous nous dites, c'est ça la France. Mais oui, c'est ça la France. Les Français adorent la politique parce qu'elle est littéraire. Romanesque, ça c'est le côté plutôt Alexandre Dumas, les coups tordus, les épopées flamboyantes. Et théâtrale. Théâtrale parce qu'au cœur du théâtre, qu'est-ce qu'il y a? Les coups de théâtre, et on adore ça dans la présidentielle, et celle-ci on a connu plusieurs, et puis les héros. À la fin, il y en a qui meurent, il y en a qui gagnent, oui. et donc notre vie démocratique s'aligne sur notre vie théâtrale. Et ça, depuis Racine et Corneille, depuis le XVIIe siècle. Donc, vous dites en fait 3 siècles et quelques, Racine face à Corneille. Non mais on veut comprendre, Alors, parce qu'on ne connaît pas tous vraiment la littérature, on a un peu oublié nos cours d'école. C'est très simple, c'est très simple. Racine et Corneille, c'est le XVIIe siècle. Ce sont deux écrivains de génie, deux tragédiens, mais deux modèles différents. Corneille est un peu plus âgé, il est ancré dans une forme d'héroïsme chevaleresque médiéval. C'est le Cid. Le héros, c'est forcément un guerrier, un conquérant qui est prêt à se sacrifier pour la patrie. Racine, qui est plus jeune, c'est le héros, toujours du XVIIe, beaucoup plus introspectif. Il a des doutes, il a des scrupules, il s'interroge, il peut pleurer, il peut douter, il peut s'émouvoir. Et c'est des personnages comme Phèdre et Hippolyte, ou bien Andromaque, ou des personnages beaucoup plus subtils. Évidemment, Britannicus, des personnages qui vont être héroïques, mais souvent marcher au sacrifice. Or, ces deux poètes, Racine et Corneille, un jour, ils se battent sur le même sujet. Bérénice, la même histoire. L'empereur Titus doit-il accepter la couronne d'empereur romain mais renoncer à épouser Bérénice parce que la loi romaine lui interdit d'épouser une reine étrangère? Ou bien doit-il choisir l'amour, vivre heureux avec Bérénice et renoncer au pouvoir? Et ce dilemme, cette déchirure, fait l'objet d'une compétition théâtrale. Oui. Et c'est Racine qui va gagner. Oui, oui. Et alors, c'est La Bruyère qui a dit que l'un, finalement, décrivait le monde tel qu'il était et l'autre tel qu'il devrait être. Exactement. Alors là, c'est finalement le grand dilemme français. C'est le dilemme français. Le héros cornélien, c'est impossible d'être un héros cornélien. Nous, on rêve tous d'être Cyrano, d'Artagnan, le Cid, mais c'est rarissime. Ce héros flamboyant, conquérant, qui réussit tout et qui peut mourir dans un dernier geste héroïque, c'est ce dont on rêve tous quand on est gamin, mais c'est difficile à faire. En revanche, le héros racinien, c'est l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire pétri de scrupules, de doutes, de faiblesses, de fragilité. Et pour les hommes et les femmes politiques qui demandent nos suffrages, faut être un peu les deux. Parce que si on est trop flamboyant, trop conquérant, eh bien, on peut être considéré comme arrogant. Sarkozy, on a été puni. Macron, on est un peu puni. Mais si on est trop fragile, faible et plein de doutes, on veut pas de nous, on veut pas de vous pour diriger le pays. Vous n'allez pas tenir le choc. Mais il faut être un peu les deux. Parce que les Français, ils ont des moments de doute et ils ont des moments aussi de gloire. Et donc le bon politique, c'est celui qui arrive à être un peu les deux. De Gaulle était profondément cornélien, il adorait Corneille, et c'est le héros libérateur de Gaulle. Mais de Gaulle, c'est aussi l'homme qui s'isole à la boisserie, la traversée du désert, l'homme qui a une fille handicapée, et c'est une blessure, une plaie pour lui. Et puis c'est l'homme qui va finir par être chassé du pouvoir par les Français qui ne l'aiment plus, et ça c'est racinien. Oui, oui. Ça veut dire que les Français recherchaient l'homme ou la femme providentielle. Exactement. Et maintenant vous dites non, ils cherchent un héros. Voilà, ils cherchent un héros qui doit être les deux. L'homme providentiel, il va nous sauver, elle doit nous sauver. Et puis, quelqu'un qui nous ressemble, qui n'est pas non plus un surhomme. Il doit être comme nous, il doit vibrer comme nous, il doit souffrir comme nous. C'est pour ça que la France est schizophrène. Alors elle a des périodes très cornéliennes, Napoléon, De Gaulle sont des cornéliens, puis elle a des périodes très raciniennes, périodes plus humaines, où on se replie un peu. La France est moins glorieuse, mais elle est peut-être plus attentive. C'est par exemple tout le début de la Troisième République, qui, après le bonapartisme cornélien, veut du racinisme un peu sensible. Même si ça doit avoir des faiblesses, au moins, c'est plus humain. Et encore aujourd'hui, les Français, ils cherchent un peu les deux. Ils cherchent l'alternance avec des périodes flamboyantes, parfois trop, Sarkozy, puis des périodes tranquilles, calmes, parfois trop, le président normal de Hollande. Oui. Puis quand on est fatigué, c'était le contraire de Sarkozy. C'est le contraire. Oui. Et donc quand on est fatigué de l'un, on va chercher l'autre. Puis quand on s'ennuie avec l'autre, on va chercher l'un. C'est l'alternance un peu schizophrène des Français entre Racine et Corneille. Oui, oui. Alors là, maintenant, on est dans cette campagne électorale à quelques jours. Non, vous nous décrivez les personnages, vous nous dites Emmanuel Macron entre Rodrigue et Hippolyte, Zemmour, Corias, Curias. Oui, et puis vous nous décrivez Marine Le Pen avec le syndrome d'Eurifil. Oui. Et donc, en fait,
comprenons tout ça. Alors, voilà. Expliquez-nous, Alors, il y a des Christophe. codes. Il y a des codes, il y a tout ça. Voilà. C'est simple pour Macron. Macron, c'est le Cid, un jeune héros. Je suis jeune, en effet, mais la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà, ça, c'est Macron. Mais Macron, c'est aussi son histoire avec Brigitte. Et là, on retrouve Phèdre et Hippolyte, un amour interdit aux yeux de la société, une femme plus âgée, et puis un amour heureux, finalement. Donc, c'est Hippolyte qui réussit son rêve. Il y a les deux.Ériphile pour Le Pen. C'est quiÉriphile? Dans Iphigénie, tragédie de Racine, il y a Iphigénie qui doit être promise au sacrifice. Puis à la dernière minute, hop, on lui substitueÉriphile qui va être sacrifié à sa place pour sauver Iphigénie. Eh bien, Marine Le Pen s'est installée dans ce rôle de celle qu'on sacrifie. Ah, elle arrive au second tour. Et puis elle perd. À chaque fois, c'est elle qui doit être punie. Elle est là pour servir de sacrifice à la place de la France. Sauf que cette année, elle nous dit, attendez,Ériphile, elle va pas se laisser sacrifier, elle va essayer de gagner au deuxième tour. Oui. Alors, Mélenchon, vous dites, c'est entre Matamor et Pyrrhus. Ah oui, alors Matamor, c'est un héros de Corneille, et c'est devenu d'ailleurs un langage commun. On dit, lui, c'est un Matamor. C'est quelqu'un qui nous dit, je vais tout casser, poussez-vous, vous allez voir, avec moi, tout va changer. Et puis, à la moindre panique, il se sauve, il se débine. Et c'est ça, Mélenchon. Il fait beaucoup de bruit, la République, c'est moi. Mais est-ce qu'il réussit la révolution? Non. Quand la révolution arrive, c'est les gilets jaunes, ils veulent pas de Mélenchon. Et là, dans cette présidentielle, c'est pareil. Tonitruant, je vais tout changer. Et il va finir 3e. Voilà. Oui. Alors, Zemmour, Curiace. Les Curiaces, c'est chez Corneille, où vous avez Horace qui doit défendre Rome. Ils se battent à 3 frères Horace contre 3 frères Curiaces. Il y a 2 Horaces qui sont tués. Il reste tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fait semblant de fuir. Donc les Curiaces lui courent après et il les tue un par un. Et Zemmour, il s'est mis dans cette position. Je vais d'abord m'occuper de Le Pen, je vais la liquider. Puis je vais m'occuper de Pécresse, je vais la liquider. Puis je vais m'occuper de Macron au 2e tour, je vais le liquider. Il s'est mis dans l'idée qu'il allait être Horace face aux Curiaces. Eh bien non, ça s'est retourné. Le voilà lui-même poursuivant et il va être battu par Le Pen, par Macron qui aura réglé ce problème-là. Et avec Pécresse, c'est pas encore joué. On verra lequel finit 3e, finit 5e ou 4e. Pécresse, vous dites, c'est la nouvelle Andromaque. Ah bah oui. Valérie Pécresse. Oui. Andromaque, c'est au sens étymologique du terme andromaquet, celle qui défait les hommes. Elle a battu des hommes au régional, elle a battu des hommes dans la primaire, et là, elle doit battre Zemmour et Macron. Eh bien, Andromaque est en train d'échouer. Elle n'arrive pas à être celle qui défait les hommes, comme l'Andromaque de la mythologie, l'Andromaque de Racine, bat Pyrrhus, Oreste, et bat de manière posthume les Grecs qui ont ruiné sa ville de Troie. Oui. Eh bien, c'est une Andromaque qui est en train d'échouer dans la bataille finale, Valérie Pécresse. Alors encore, allez, Yannick Jadot, tiens, vous dites Jadot, Pyrrhus. Pyrrhus et Porus. C'est des personnages passionnants. Pyrrhus, toujours dans Andromaque, c'est celui qui a battu Troie, mais qui est tombé amoureux de la reine et qui finalement fait tout ce que la reine Andromaque va lui demander pour l'épouser. Et donc c'est quelqu'un qui montre que même en gagnant, il est faible. Jadot gagne la primaire, et puis il n'a pas le courage d'évincer Sandrine Rousseau, et il va être puni par cette alliance impossible au sein des Verts. Mais Porus, c'est qui? C'est un personnage chez Corneille qui résiste à Alexandre le Grand. Tout le monde se débine devant Alexandre, tout le monde fait allégeance à Alexandre le Grand, il est imbattable, sauf un qui dit non. Je préfère mourir plutôt que d'être le vassal d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand le bat sur le champ de bataille, mais il lui dit « T'as été courageux, je te pardonne, je te reprends ». Est-ce que Macron, Alexandre le Grand, s'il gagne, va pardonner à Jadot Porus et lui dire « Mais viens avec moi dans la majorité, on va faire de l'écologie ensemble ». On aura la réponse d'ici 3 semaines, si Macron gagne. Oui, alors un dernier mot sur Hidalgo. Iphigénie, Hidalgo. Iphigénie, c'est celle qui ennuie tout le monde, dont personne ne fait attention, et qui est promise au sacrifice. Voilà. Iphigénie, c'est qui? C'est la fille d'Agamemnon. Et les dieux disent à Agamemnon, si tu veux avoir du vent pour que tes bateaux prennent la mer et aillent attaquer Troie, il faut que tu nous sacrifies une fille. Eh ben, il sacrifie Iphigénie sans hésiter. Hidalgo, c'est ça. Personne n'a hésité à l'envoyer au casse-pipe. Elle va faire 2, elle va faire 3, elle va faire 4, on ne sait pas. Mais de toute façon, les socialistes, les écolos, sa majorité municipale, personne n'est solidaire et personne n'est triste. Vraiment, c'est un destin tragique. Oui, alors voilà, tout est là dans ce livre absolument incroyable. Moi, j'ai jamais vu un livre politique comme ça, à la recherche du héros perdu, de Christophe Barbier, pour comprendre cette campagne d'une autre manière. Mais au fond, ce qu'il y a derrière, on se dit, c'est une tragédie, parce que de ce qui peut ressortir d'une élection présidentielle, c'est un basculement. Vous parlez de l'aventurisme. Les Français vont-ils aller vers cette direction que jusqu'ici, toujours, ils y sont tentés, mais ils ne basculent pas. Jusqu'ici, les Français ont joué à se faire peur et à dire « Allez, on y va. On va vers la révolution, extrême gauche ou extrême droite, plutôt extrême droite depuis quelques décennies. Mais à la dernière minute, non. Restons raisonnables. Gardons des gouvernements de la raison. »
Et là, on les sent encore plus tentés de tout renverser, de renverser la table, par désespoir face à l'inefficacité des politiques qui se sont succédées. Le deuxième tour, ça ne sera pas un match Macron-Le Pen, ça sera un match tout sauf Macron et tout sauf Le Pen. Qu'est-ce qui sera plus fort? Le tout sauf Le Pen, comme d'habitude, et on réélit Macron, on le reconduit sans enthousiasme, ou bien le tout sauf Macron, ah ben allez, tant pis. On tente l'aventurisme Le Pen, on en a marre des gouvernants, des technocrates, de ceux qui nous disent on sait tout. On tente cette aventure extrême-là. C'est périlleux, parce que ça peut tourner très très mal. Mais les Français, dans leur histoire, fonctionnent comme ça, par des révolutions. 1789, c'était une catastrophe, mais ils l'ont fait quand même. 1848, la Commune, c'était des catastrophes, ils y sont allés, en pensant qu'en brûlant tout, eh ben, ça allait repousser derrière. Les Français se voient comme le phénix, on est capable d'être brûlés par nous-mêmes et de renaître de nos cendres. Est-ce qu'ils vont le faire cette fois-ci? Ils ont déjà l'allumette dans la main. Oui. Mais alors, vous avez écrit ce livre avant, tout ça. Vous vous dites, au fond, dès l'introduction, le président Emmanuel Macron ne peut gagner, après ce quinquennat dont vous dites qu'il est marqué par des échecs, ne peut gagner que s'il se transforme. C'est un nouveau Emmanuel Macron qui se présente. Il faut qu'il fasse la révolution de la révolution. Mais au fond, on n'a pas l'impression que c'est ça qu'il fait. Il ne fait très peu campagne, en fait. Très peu campagne. Dans sa stratégie de premier tour, à la fois parce qu'il voulait continuer à présider face à la guerre et face à l'épidémie, et parce qu'il n'a pas eu le courage, il n'a pas fait la révolution. Il nous avait promis la révolution, c'était le titre de son livre en 2016, son livre de campagne, il ne l'a pas faite. Là encore, il ne fait pas une campagne de premier tour en disant « j'ai compris, je vais tout changer ». Est-ce qu'il se réserve entre les deux tours pour être dans ce que ses collaborateurs appellent l'effet waouh, c'est-à-dire faire des propositions qui coupent le souffle à tout le monde? On verra. Pour l'instant, il a mal emmanché sa campagne. C'est une campagne non pas de candidat, mais de président sortant, de président qui veut être juste reconduit. C'est ce qu'avait fait Giscard en 81. On a vu ce que ça a donné. Oui, mais le contexte international, la guerre en Ukraine, tout ça joue dans ce qui se passe dans cette campagne électorale ou dans le résultat qui peut finalement en être influencé. Oui. La guerre en Ukraine a eu deux effets dans un premier temps. Mettre Macron au pinacle parce que il était le président, on ne change pas de général pendant une guerre, et décrédibiliser Zemmour qui a été sans cœur vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. Mais les semaines sont passées. La guerre se routinise un petit peu dans l'horreur et les Français se disent mais pourquoi finalement on ne changerait pas quand même de général pendant la guerre. Du coup, Macron est parti dans une dynamique qui s'aplatit, où il est en perte de vitesse au moment où Le Pen monte. Et puis surtout, quels sont les réservoirs de voix au deuxième tour? Le Pen peut compter sur quasiment tous les Zemmouriens, les partisans de Dupont-Aignan, sans doute 30 à 40% des électeurs de Mélenchon et une partie des électeurs de Pécresse. Où sont les réservoirs de voix pour Emmanuel Macron? En 2017, il avait 20% de Fillon et 6% de Hamon. Là, Pécresse sera peut-être à 8-9 et le PS est à 2. Il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas de dynamique pour Macron. Il y a des réservoirs et une dynamique pour Le Pen. Donc péril en la demeure pour Emmanuel Macron. Il doit complètement changer la donne dans l'entre-deux tours. Il est challenger et non plus favori maintenant. Ça change tout. Le peuple français va-t-il nous réserver des surprises et des chaos comme il le fait parfois dans son histoire? Réponse le 24 avril. Oui, avant il y avait tout sauf Le Pen. Ouais. Maintenant il y a le tout sauf Macron. Il y a les deux maintenant. Bien sûr. D'autant qu'il y a un tout sauf Macron qui est un peu pervers. Il y a des gens de droite dure qui peuvent se dire laissons gagner Marine Le Pen. On vote pas pour elle, mais on vote pas pour Macron. Elle va gagner par défaut, mais comme elle n'a pas d'équipe, elle va nous appeler pour gouverner. Elle va pas avoir de majorité aux législatives. On va être majoritaire dans la majorité. Il y aura Le Pen présidente, un peu comme une potiche, et puis un gouvernement de droite. Ça sera une sorte de cohabitation immédiate. Il y a une partie de la droite qui va faire ce calcul. On se débarrasse de Macron et on tient Le Pen. Ça s'appelle jouer avec le feu, mais certains doivent y songer. Oui, si Emmanuel Macron ne gagne pas, qu'est-ce qui va rester d'En Marche? D'En Marche, rien du tout. Le mouvement va se déliter totalement. La droite retournera à droite, les autres se perdront. Le macronisme, c'est Macron. Qu'est-ce qui restera de la parenthèse Macron? Une occasion ratée d'un jeune homme plein de talent, plein d'énergie, moderne, que les Français avaient adoubé dans l'enthousiasme et qui a buté sur son propre ego, sur la malchance et puis sur des mesures très impopulaires, c'est-à-dire ce qui a mis les gilets jaunes dans la rue. L'épidémie et l'Ukraine ont achevé d'étouffer la chose. Ça sera une drôle de parenthèse dans l'histoire de France. Oui, mais alors vous dites aussi, Marine Le Pen, un programme, vous la classez avec Mélenchon, avec d'autres, c'est un programme qui n'est pas applicable. Non, il n'est pas applicable, il n'est pas réaliste. Donc déception. Bien sûr, après. Immédiate. Pour ses électeurs, déception immédiate. La retraite à 60 ans, elle ne pourra pas la financer. Les augmentations de salaire, elle ne pourra pas les financer. Ne pas mettre d'impôt sur le revenu pour les jeunes, c'est pas possible. Donc elle va être obligée de décevoir son électorat. C'est là aussi où la droite va dire, c'est pas grave, on est là, on va gouverner. Vous aurez le raisonnable de Marine Le Pen, sécurité, identité,
et nous, on aura le raisonnable pour les comptes publics. C'est là où il peut y avoir une sorte de laisser-passer Le Pen de la part de la droite, les Républicains. Merci beaucoup, Christophe. On voit que cette campagne qui paraît comme ça, aux yeux de tout le monde, un peu molle, il ne se passe pas grand-chose, en réalité... Passionnante et décisive, oui, surtout. Et décisive. C'est une campagne vitale. Élysée à la recherche du héros perdu. Et là, on comprend les choses d'une autre manière. C'est savoureux. Christophe, Racine contre Corneille. C'est ça l'enjeu de cette présidentielle. Exactement. Merci Christophe Barbier.